Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace Prime Politique que vous propose votre chaîne de télévision pour revenir sur les sujets majeurs de l'actualité avec en studio un invité qui va opiner et donner ses analyses sur les différents sujets. Pour la circonstance, nous sommes avec un acteur politique que vous connaissez déjà, Constantin Amoussou. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici et pour la première fois dans les studios de Prime News TV. Merci beaucoup. Quelles sont vos premières impressions quand vous avez visité nos studios? J'apprécie le travail que vous faites par ici. Je vois une équipe jeune, dynamique, et je vois une installation en cours qui se bonifie avec le temps et je voudrais bien espérer que les retombées de vos efforts soient à la taille de l'expérience que vous portez, de l'engagement, de l'énergie que vous déployez dans le travail ici. Merci beaucoup déjà pour cet encouragement. Vous êtes un acteur politique et désormais ex-membre du parti politique Bloc républicain. On y reviendra tout à l'heure de fond en comble. Mais déjà, dites-nous les conditions dans lesquelles vous avez adhéré à cette formation politique. Merci. Hmm. Je dois commencer par rappeler que j'ai combattu le long de ces années de gouvernance le régime dit du changement. Hmm. Et vers la fin de ce régime, donc spécifiquement de 2013, Ouais. j'ai travaillé de façon très engagée aux côtés d'un homme qui avait été un des piliers de ce régime et qui le quittait pour porter une nouvelle idéologie, celle de la nouvelle conscience, Hmm. Pascal René Koupaki. Hmm. Nous avons donc travaillé d'arrache-pied pour la conquête du pouvoir. Malheureusement, 2016 n'avait pas souri au projet politique que nous portions Hmm. et nous avions, dans la dynamique de la coalition de rupture, porté notre caution au candidat de cette dynamique pour le second tour, M. Patrice Talon. Mais très rapidement, je me suis retrouvé en désaccord avec le régime de la rupture sur beaucoup de points, sur beaucoup de plans. Quels étaient ces points-là? Allons-y. Essentiellement, Oui. il y avait les questions touchant au maintien des principes de la démocratie, Hmm. aux valeurs sociales humaines auxquelles je crois, à la préservation de la liberté d'expression, de la liberté de presse. Hmm. Pour relever certaines questions qui ont été ou qui ont alimenté les points de désaccord, Ouais. je pourrais rappeler entre autres euh, le prétexte de la réforme LMD Hmm. pour supprimer la session de remplacement à l'université, situation contre laquelle se sont soulevés des responsables étudiants, Hmm. ce qui leur avait valu à l'époque d'être exclus de l'université pour 5 ans. Hmm. Et ces responsables d'étudiants dont il s'agit pour la plupart et les camarades avec eux ont été exclus n'étaient que des gens qui, dans la ferveur du vent, qui souhaitaient d'un Bénin nouveau, Hmm. avaient porté la dynamique de la rupture. Hmm. Mais ce n'était pas que ça. Le, la position qu'ils soutenaient, Hmm. le débat qu'ils faisaient, la question qu'ils portaient au devant de la scène, Hmm. méritait tous les intérêts, méritait toutes les attentions. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les effectifs dans les amphithéâtres sont énormément élevés Hmm. et où la qualité du suivi de l'encadrement des étudiants ne pourrait pas permettre d'espérer qu'en une vague, on évacue l'évaluation des étudiants et qu'on renvoie vers l'année académique suivante tous ceux qui n'auraient pas pu passer le cap de la première évaluation. Hmm. Et même dans les pays qui ont créé le système LMD, euh, il y avait des sessions de rachat qui étaient organisées au profit des étudiants qui n'avaient pu, à l'occasion de la session unique, passer en année supérieure. Hmm. Et ici, chez nous, on a des sessions où sur 2000 étudiants, il y a 4-5 personnes qui sont déclarées admises à la première session. Hmm. On veut donc demander à 95% des étudiants de reprendre l'année sans aucune chance, alors que les conditions de la formation, de l'encadrement dans nos universités n'offraient pas les situations les plus optimales Hmm. pour la prise en charge. J'ai donc trouvé que cela n'était pas bien. Ensuite, Hmm. il y a eu la dissolution, non, la suspension de toutes les organisations universitaires. Hmm. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Mais moi, je fus un ancien responsable étudiant. Hmm. J'ai porté ces causes et je crois que ça a été et demeure dans mon sang l'une des préoccupations majeures. Hmm. La question de la liberté d'expression,
Parce que avoir eu à souhaiter de meilleures conditions de travail, avoir souhaité la session de remplacement pour ses camarades étudiants, vous avez la vocation de les défendre en tant que responsable. Et pour cela, se retrouver exclu de l'université pour 5 ans, c'est à la limite être sanctionné pour avoir exercé le pouvoir dont on est investi de la part de ses collègues, ses camarades étudiants. Ces questions m'ont touché, m'ont brûlé au fond de moi. Il y en a eu beaucoup d'autres. Le temps passé, je ne pense pas que ce soir, il me fallait donner le sentiment de faire comme une sorte de réquisitoire contre le régime de la rupture. Mais ces petites questions, ajoutées à d'autres situations qui m'ont blessé, qui m'ont ému, m'ont conduit à prendre mes distances et donc progressivement à quitter la barque de la rupture. Oui, justement, sur cette question, Constantin Amoussou, est-ce qu'il n'était pas peut-être bien ou bien séant à l'époque euh, de relever ces observations-là ou de les faire à votre mentor Pascal Irené Koukbaki pour qu'il puisse les transmettre à qui de droit? Est-ce que quitter la BAC à l'époque était la meilleure option pour vous? Merci bien, vous posez une belle question. Est-ce que je ne l'ai pas fait? Et c'est cela qui est la question. Ouais. Parce Dites-nous que si vous l'avez fait. pendant de longues semaines, pendant Ouais. de longs mois, j'ai pris sur moi de relever Mm, quotidiennement les faits mm, et les observations de l'opinion et de faire des notes que je transmettais en espérant que ces observations et ces notes, portées à celui qui incarne la colonne vertébrale de la présidence, pouvaient parvenir à l'oreille de celui qui a le pouvoir de décider mm, et qu'alors ça allait contrebalancer ce que je considère comme étant les mauvais conseils ou les mauvais rapports qui étaient faits au chef de l'État. mm, J'ai juste eu l'occasion d'observer que euh, 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 le ministre d'État n'avait pas le pouvoir mm. de peser sur les choses autrement et que ces observations que je faisais étaient vaines. C'est donc pour cela que ce qu'il m'a été donné de faire de prendre comme option la meilleure, c'était tout simplement de claquer la porte et puis de partir. D'accord. Vous avez claqué la porte, vous êtes parti, mais vous êtes revenu quelques temps plus tard. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis entre-temps? Alors, je pars, je me retrouve au front contre Mm, la rupture mm, par les moyens habituels et pacifiques de lutte. mm. J'ai fait le tour du Bénin à moto en 2018, par exemple, pour aller rencontrer nos compatriotes Certains ont et estimé que porter ce tour du Bénin, oui, c'était un leurre. oui, il Que, était que leur l'heure à quoi? répondez-vous? Il était un leurre sur quel point, je n'ai pas Faire le tour compris. du Bénin à moto, on Oui. estime que Constantin Amoussou, il exagère un peu. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est Vous l'avez passé. fait Et réellement? c'est bien ce qui s'est passé. J'ai été dans 345 arrondissements Mm. sur les 546 que comporte notre pays. Vous dormiez Ce où en n'est ce même pas temps-là? simplement que je viens, Oui. ce n'est donc pas simplement que je traversais les villes Mm, ou que j'arrivais au milieu de la commune et puis bon, la ville centrale mm, et puis je pars. Non seulement je vais au cœur des communes, mm, mais je descendais dans chacun des arrondissements. mm, Il y a eu quelques-uns où je ne suis pas allé, j'ai fait 345, mm. c'est quand même plus de 80% des arrondissements que compte notre pays, c'est toutes les 77 communes. Euh, Qui vous je ne- hébergeait à l'époque? Lorsque j'arrivais dans une localité, Oui. il arrivait que je fusse hébergé dans des micro-hôtels, dans des petits hôtels, Mm. pour ne pas dire des motels. À vos Et frais bien ou aux souvent, frais de qui? tout ce que j'ai fait avait été principalement engagé sur mes frais. Maintenant, Mm, au cours de cette traversée, j'ai rencontré des Béninois qui étaient extrêmement sensibles à l'action que je menais mm, et qui parfois, lorsque je finissais de les entretenir, se cotisaient plutôt que d'attendre que je leur donne quelque chose, comme ça se fait habituellement mm, dans le champ politique dans notre pays, mm. cotisaient et disent voilà notre soutien. Je l'ai rencontré dans beaucoup de localités du sud au nord et ça a été le moyen de m'accompagner, d'encourager ce que je faisais. Mm. Deuxièmement, Ouais. il y a eu des localités où j'ai été hébergé par des amis Mm, et quelquefois même par des gens que je ne connaissais pas, mais qui se sont offerts pour me trouver l'hospitalité chez eux. mm. D'accord. Vous avez fait tout ceci, on sait qu'il y avait des objectifs derrière. Oui, et Quels cette étaient-ils? tournée, Ouais. comme les émissions que je faisais à la télévision, Ouais. comme les lettres ouvertes, comme les chroniques, Ouais. euh, euh,
constituait, disons, un paquet d'actions que je déployais dans l'esprit de pouvoir toucher le dernier Béninois où qu'il se trouve. Parce que oui, à travers les émissions, j'avais les cibles des télés, des radios, et à travers les lettres ou les réactions sur les réseaux sociaux, j'avais les personnes qui sont connectées habituellement, et qui sont les gens de la zone urbaine. Mais avions-nous l'assurance que notre message portait suffisamment pour être entendu par le dernier Béninois dans son retranchement, dans le dernier arrondissement, dans le dernier village. C'est donc pour aller vers le Béninois dans son plus profond retranchement que je me suis rendu dans ces différentes localités de notre pays, à proximité, pour être sûr que je rencontrais les Béninois, pour m'assurer du niveau d'information qu'ils ont sur la façon dont notre pays était en train d'être gouverné et les reproches que nous le faisions. Et donc, tout naturellement, j'ai été plutôt heureux de rencontrer des Béninois qui étaient impatients de savoir, de s'informer. Et ils ont été extrêmement disposés à m'écouter et se sont disposés comme des forces capables de participer au changement que nous souhaitions. Malheureusement, et quand j'arrivais de retour de ma tournée, une convocation m'attendait à l'époque. Oui, ça devait me faire, avait-on pu sans doute imaginer, fuir du pays. Je suis resté, j'y ai fait face avec audace. L'idée vous a effleuré l'esprit? Quitter le pays? Ça Oui. m'a été suggéré. Mais moi, je suis Vous avez un fils tenté? spirituel. Vous avez Je tenté? suis un fils spirituel Oui. de Socrate. De même que Socrate, de façon audacieuse, a affronté la mort à laquelle on l'a condamné et s'est refusé à l'évasion qu'on lui a proposée, j'ai été aussi très assurément disposé à faire face à cet appareil, bien que je sache que je n'ai pas de raison de lui faire confiance autrement. Ce, en revanche, que j'ai résolu de faire, c'est qu'il y avait des leaders de l'opposition à l'époque qui ont proposé de mettre leurs avocats à ma disposition pour me soutenir. Je n'ai pas voulu qu'il soit pensé que ni la mobilisation que j'ai faite, ni mon engagement a été porté par d'autres personnes, et donc les leaders de l'opposition qui se disposaient à m'envoyer un avocat pour me défendre. Et je savais que ce n'était pas un avocat, ce n'était pas les éléments de droit à évoquer par un avocat qui pouvait faire plier la justice si elle se décidait à m'écraser. Bien au contraire. Et ce déploiement allait, à travers ma personne, vouloir sanctionner tel leader politique dont tel autre avocat serait aussi le conseil. Et j'ai considéré qu'il fallait que je fasse face tout seul à mon destin. J'ai refusé le service des avocats et j'ai commencé à faire face moi-même au dispositif. Mais comme il y a aussi un Dieu pour les pauvres, pour les personnes humbles, nous n'avions pas eu besoin d'aller au fond avant que la procédure ne tombe. Parce que j'étais aussi extrêmement regardant sur la procédure et ils sont tombés, ceux qui ont porté plainte contre moi sont tombés dans les vices de procédure qui ont rendu caduque l'ensemble de la procédure, me libérant de fait sans même que nous n'allions au fond de la question. C'est de cette façon que j'ai recouvré ma liberté. Pendant toutes les années de mon combat politique globalement, et ça a duré quand même 25 ans et plus maintenant, j'ai été constamment en combat contre les régimes qui sont au pouvoir. J'ai combattu Kérékou quand il devait arriver en 1996. Je l'ai combattu quand il voulait se faire élire en 2001. Et j'ai porté Yahi en 2006. Mais déjà 2 années plus tard, j'étais en désaccord avec sa gouvernance et je l'ai combattu. Et puis en 2011, je l'ai combattu à nouveau. Mais dans tous ces cas, ces dirigeants politiques ont réussi, un, à se faire élire, deux, à se faire réélire. Et le fait que je les ai combattus n'a jamais pu empêcher qu'ils déploient leur action et qui rentrent dans l'histoire de notre pays comme des gens qui ont contribué à bâtir le pays. À la limite, pour les projets politiques que je porte, moi qui n'ai jamais eu l'occasion de me retrouver dans aucune fonction de gouvernance, je dis, quel est le bilan que je fais? Si je dis de moi que je suis, et on le dit de moi, que je suis un combattant, quelle est la fierté de ce combattant dont le tableau de parcours n'est gravé d'aucune lettre de noblesse pour les victoires qu'il aurait éventuellement engrangées. À la vérité, si j'ai combattu Kérékou, c'est pour qu'il ne soit pas élu.
il a été élu. Si je l'ai recombattu, c'est qu'il ne soit pas réélu. Il a été réélu. Non seulement il a été élu, réélu, mais il a porté son mandat jusqu'à terme. Et ça a été pareil pour tous les autres présidents. J'ai donc considéré que mes 25 ans d'engagement en opposition contre les régimes successifs ont été 25 ans d'échec. Parce qu'un combattant, on évalue son efficacité au nombre de trophées qu'il a remportés. Je n'en ai, à ce point de vue, remporté aucun. J'ai donc considéré que je pouvais réviser ma posture vis-à-vis de Patrice Talon et de son régime en considérant que j'ai sans doute peut-être pas les moyens de changer les choses parce que je ne suis pas élu, je ne suis pas un élu, et je ne suis surtout pas le plus grand des élus, le plus haut des élus. Mais si plutôt que d'être sans profondeur, je revenais à la maison en rupture, non pas que désormais je devienne en accord avec les choses que j'ai combattues, mais que je reste de l'intérieur pour trouver un autre moyen par lequel je parviendrai à lui faire entendre mes observations sur ce qui me paraît déplaisant dans sa gouvernance, je ne serais peut-être plus vu comme un opposant qui l'attaque, mais comme un des siens qui observe, qui veut que ça aille mieux et qui fait des recommandations. J'ai donc voulu être un homme qui revient à la maison et qui, plutôt que de venir tempêter sur les réseaux sociaux ou dans les lettres ouvertes ou dans les médias, de façon subtile, trouverait le créneau par lequel je ferais parvenir aux oreilles du chef de l'État les observations que je portais sur sa gouvernance. Et en ce moment-là, j'avais une personne qui était en mesure de m'écouter. Je rencontrais une personne qui pouvait être mon écoute. Il s'agit principalement de M. Olivier Boko. Et je peux dire qu'il a été l'artisan décisif et déterminant dans mon ralliement à la mouvance, parce que oui, je pouvais parler avec lui, il m'écoutait. Et comme je pouvais avoir la présomption que il a aussi l'écoute du chef de l'État, je pouvais dès lors alors en espérer que mes idées, mes observations qui hier n'avaient pas d'écho, pouvaient en avoir un peu plus à partir de cet instant-là. D'accord. Et vous avez évoqué cette personnalité, Olivier Bokor, mais est-ce qu'entre-temps, vos rapports avec Pascal Irénée Koupaki ont changé? Est-ce que ça a détérioré même, je dirais? Oui, et avec Pascal Irénée Koupaki, il fut... D'abord, je pense beaucoup de bien de Pascal Irénée Koupaki. C'est un homme de beaucoup de rigueur. C'est un bon fonctionnaire, c'est un bon serviteur. Le projet politique que nous portions pour le Bénin, jusqu'à présent, je pense qu'il fut le meilleur jamais formulé pour notre pays. Mais il n'est pas dans des fonctions de décideur. Il est dans une fonction administrative en tant que secrétaire général administratif de la secrétaire générale de la présidence. Il est dans une fonction administrative, technique et purement administrative. Mais beaucoup de Béninois comme moi, à l'époque, auraient souhaité que, conformément aux valeurs qui étaient les nôtres, il puisse, comme par le passé, rendre sa démission. Et nous n'avons pas été très en accord pour le fait qu'il soit resté. Mais avec le recul, on peut bien comprendre qu'il avait ses raisons. Mais ce n'est pas ce qui a été le plus fâcheux pour que je ne revienne pas à la maison battue par sa porte. À la vérité, un jour, sur un plateau de télévision, ou plutôt de radio, c'était sur une radio universitaire, j'avais observé que j'étais déçu du fait que M. Pascal Irénée Koupaki se mettait dans ces conditions aux affaires. Et le lendemain, j'ignore s'ils ont reçu de lui des orientations, mais les soldats de la Nouvelle Conscience, dont j'étais le commandant, j'étais le commandant en chef des soldats de la Nouvelle Conscience, c'est-à-dire la troupe d'attaque de Pascal Irénée Koupaki sur les réseaux sociaux. Alors, quelques-uns de ces soldats se sont sentis ou en devoir, ou ont été mis en devoir de faire des tirs groupés contre le chef que je fus. Et moi, j'ai la main extrêmement lourde. Je suis devenu un peu sage avec le temps qui passe. Mais je ne suis pas bon pédagogue quand je veux taper sur les gens. J'écrase. Disons que je peux d'une attaque à la bombe nucléaire, décimer une cible pour laquelle il suffisait d'une petite mitraillette. Mais je sais aussi être mesuré sur les attaques que j'ai reçues de personnes qui ont semblé avoir précaution
de plus haut niveau et qui était applaudi en l'absence de variation, je me suis senti en devoir de déployer ma propre artillerie. J'ai fait, je peux le confesser, un massacre que j'aurais dû économiser. J'ai été de main extrêmement lourde et je n'ai épargné personne, ni le bénéficiaire des attaques que je subissais, ni les personnes qui étaient chargées de déployer l'artillerie. J'ai fait une véritable bouchée quoi, de l'ensemble de ce qui avait été déployé à l'époque. Et donc, Martin El Koubaki avait été lui-même tout naturellement au cœur de la cible que j'ai frappée, avec vigueur, avec autorité, avec beaucoup de précision. Là, a rendu froide nos relations. De telle sorte que lorsque je suis revenu à la rupture, j'ai été fait la paix avec la plupart des acteurs importants de la rupture, comme Joseph Djabouinou, comme je ne citerai pas les autres. Et j'ai souhaité rencontrer M. Koubaki, à qui j'ai laissé un message, mais il n'a pas fait de suite à ça. C'est donc plus tard que j'ai croisé M. Wilfried Léandre Mbedi, un de mes camarades de la Nouvelle Conscience, chez mon frère couturier. Mon frère est son couturier. Et il m'observe entre autres que le ministre d'État, Koubaki, lui avait dit que j'avais souhaité le rencontrer. Et il voulait prendre conseil s'il fallait qu'il me reçoive ou pas. Qu'il lui a conseillé de me recevoir. Mais je lui ai répondu que de toute façon, je n'ai pas eu son retour. Donc, depuis ce moment, on ne s'est pas revu. Voilà ce qui s'est passé par rapport à Koubaki. Mais c'est une personne que j'observe beaucoup. Voilà. D'accord. Vous êtes revenu par le biais ou le canal de M. Olivier Bokor. Ça s'est bien passé, votre retour. Quelles ont été vos actions pour marquer votre retour à la mouvance? D'abord, j'ai dit que je suis revenu par M. Bokor, pour faire bref, pour ne pas remonter plus loin, parce que sinon, ça commence par le Catropo en réalité, qui a fait la démarche préliminaire. Et ensuite, je passe les détails. Le Bokor a été la personne déterminante dans le processus. Et finalement, il était devenu un peu comme un ange gardien au sein de l'appareil, du système. Voilà. Alors, la question que vous posez d'après, c'est quoi? Quelles sont vos actions fortes pour marquer votre retour dans la mouvance? Alors, quand j'arrive donc, je m'entretiens avec Luc Atropo d'abord, à qui je donne mon accord. Et ensuite, je passe un coup de fil à Olivier Bokor. Donc, je lui envoie un message. C'est lui qui me passe un coup de fil très chaleureux. Puis, il me reçoit, nous discutons. Après, je décide maintenant d'aller rencontrer mon ami Joseph Djabouinou, avec qui je me suis brouillé aussi dans le passé. Et j'ai décidé de rendre publique cette visite avec une photo et un message. Ça fait grand bruit. Grand bruit. Ensuite, j'ai été rencontrer Luc Atropo et cette fois-là, j'ai rendu cela public en laissant le message que j'allais le soutenir pour les élections communales à Cotonou. Et qu'ensuite, dans la foulée, j'ai décidé de revenir à la maison Rupture. Après, j'ai fait une émission pour expliquer un peu le tenant et aboutissant de tout cela. Et je me suis donc engagé dans l'action, déjà avec comme chantier principal l'élection de M. Luc Atropo comme maire de Cotonou. Ça a été un chantier vigoureux, difficile, dur, mais que nous avions eu la maîtrise et les armes pour tenir avec un succès éclatant. Et je suis heureux d'avoir été de ceux qui, de façon désintéressée, mais avec beaucoup de vigueur, ont concouru à l'avènement de M. Luc Atropo à la tête de la mairie de Cotonou. D'accord. Vu de l'intérieur, qu'avez-vous observé de façon générale sur la gouvernance de Patrice Talon? De l'extérieur comme de l'intérieur, mes constats sont les mêmes. Ils n'ont pas bougé. J'avais indiqué au moment où je revenais à la maison Rupture que je restais insatisfait sur beaucoup de plans. Et que principalement, je demeurais insatisfait sur le management de la liberté d'expression dans notre pays et que je demeurais très préoccupé du fonctionnement de la justice. Aujourd'hui, mes sentiments sont exactement les mêmes. Je demeure extrêmement préoccupé de l'administration de la justice dans notre pays. Ce n'est pas la chose dont je peux être fier en tant que rupturien. Et bien, franchement, je le redis très. Qu'est-ce qui vous fait redouter cela? Qu'est-ce qui vous fait dire que l'administration de la justice, ce n'est pas encore ce que vous aurez souhaité? Est-ce que vous avez des faits précis sur lesquels vous appuyez?
Je voudrais bien avoir l'occasion de revenir de plus ample façon sur ce sujet, Mm. mais Deux dans petits un exemples. régime de démocratie, Oui. la liberté est la règle et la détention l'exception. On n'est pas libre au Bénin? Je prends un exemple qui est simple. Oui. Euh, je vous dis que je suis préoccupé. D'abord, je parle jusqu'à l'heure Mm. comme un membre de la grande famille de la rupture. Mm. Je ne suis pas encore sorti de la grande famille de la rupture. Donc, à la limite, Vous n'êtes pas mes encore observations. sorti, ça veut dire que vous sortirez. Non, je dis que jusqu'à l'heure où je parle, Oui. je suis. Vous Parce êtes que sorti personne ne du présume. BR. Je suis sorti de Mais bière, vous mais n'êtes pas pas encore de sorti la de la rupture. mouvance. Ça veut dire Voilà, que vous en sortirez. mais ça, je ne sais pas. Je ne présume pas. Je veux dire qu'à Oui. l'instant où on en parle, je n'en suis pas sorti. Oui. C'est cela qui justifie le encore. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que vous confondiez Mm. le fait que je suis parti du bloc républicain Mm. avec le fait que je serai parti de la mouvance. Non, je ne Je confonds veux dire pas. que jusqu'à l'heure Oui. actuelle, je ne suis pas parti. Il se peut que cela arrive demain. Ouais. Le Cela mot encore. cela ne veut ni dire, Oui. cela ne veut ni dire que c'est projeté, Mm. ni dire, mais cela veut surtout dire que ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. D'accord. Cela veut juste dire que ce n'est pas exclu. Mm. Et donc, Allez-y. je prends un exemple qui est banal. Oui. L'un de mes jeunes amis, M. Osé Rouibo, Mm. a été interpellé et est actuellement jugé. Mm. Et entre autres choses qu'on lui reproche, on dit, voilà les faits tels qu'ils ont été relayés devant la juridiction, tels que nous avons vu dans la presse hier. Mm. Il a dit, nul n'est fort éternellement. Mm. Il dit, dans ce pays, quand vous parlez, on vous jette en prison. Et il dit, moi je n'ai peur de personne ni de rien. Ceux qui me connaissent le savent. Pour ces trois faits-là, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Non, vous ne pouvez pas dire qu'on l'a jeté en prison. Est-ce qu'il est en prison ou pas? Il est en détention aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on l'a jeté en prison. J'observe si vous voulez. Oui. Peut-être que j'ai été un peu violent sur la façon où ces faits, il a été interpellé et il a été gardé en vue et puis placé sous mandat de dépôt. C'est mieux ainsi. Allons-y, oui. Et alors, quand on l'a interpellé, moi je ne savais pas ce qu'on lui reprochait. On a été fait perquisition dans son domicile, on n'a rien trouvé à part son ordinateur. On n'a pas trouvé qu'il fait la cybercriminalité, rien de tel. Et il passe à l'audience. Quand on a fini de dire ça et qu'on voit qu'il n'y a rien dans ce dossier, le minimum c'est qu'on puisse le laisser rentrer chez lui. Vous n'êtes pas juge, je ne sais pas pourquoi. Je dis le minimum. Écoutez, je ne suis pas juge, mais je suis... Le droit repose sur des principes généraux. Et le premier principe général du droit, c'est la liberté et l'expression, la détention, l'exception. Voyez-vous? Déjà, pour de tels faits, il n'y avait pas... Alors, vous avez quand même vécu dans ce pays très longtemps. Et du moins, pour moi, dire que rien, qu'un pouvoir n'est éternel, est-ce que c'est une infraction? Si c'est une infraction, c'est dans quel registre d'infraction? Dites-le moi. Et si, même avoir dit, dans ce pays, quand on parle, on vous jette en prison, à la limite, on peut dire que c'est caricatural. On peut dire que c'est caricatural. Mais est-ce un fait si grave pour la République, pour que la République pense que le citoyen qui l'a dit méritait d'être privé de sa liberté, même déjà gardé en vue, ensuite placé sous mandat de dépôt, écouté, et même ne pas être libéré science après avoir été écouté. Vous n'avez pas tous les éléments dont disposent les juges. Donc... Oui, sans doute, mais sans doute. Oui. Mais je considère que, si je m'en tiens aux éléments qui ont été présentés, il faudrait bien que notre pays redevienne, alors même qu'il n'était pas parfait, celui où l'on a pu dire bien plus que ça à des hommes qui dirigeaient notre pays, qui eussent pu peser de tout leur poids pour faire arrêter par son mandat de dépôt, mais qui, quelquefois, s'en sont amusés en disant si les choses qui sont dites sur moi dans les médias peuvent servir à vendre les journaux, ah, mais tant mieux. Et je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que la démocratie? Tout commence par là. Les juges ne sont pas détenteurs d'un pouvoir intégral. Les juges sont serviteurs de la loi, mais plus que de la loi, ils sont serviteurs du citoyen. J'ai eu, comme l'habitude, quand je suis dans les émissions, de revenir sur ce que j'appelle, à la suite de M. Kofi Roger Adam Roumain, l'utopie des inventions démocratiques. L'utopie. Utopie, c'est au sens étymologique du terme, c'est-à-dire l'utopie, c'est la tension vers
vers le bien. C'est l'idéal qui est porté par les inventions démocratiques. Parce que tout ce qui a été inventé en démocratie dans la Grèce antique, dans le Péloponnèse, au 5e siècle avant l'instant de Jésus-Christ, était porté par la recherche, la tension vers le bien. Tellement vers le bien que l'on a considéré que lorsque l'on concentre les pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif entre les mains d'un homme, on a un tyran qui est si fort, d'autant si fort qu'il écrase et détruit tout le monde. C'est pourquoi on a considéré qu'il fallait que le pouvoir arrête le pouvoir. Si donc on doit considérer que le pouvoir arrête le pouvoir, on devrait savoir que la justice qui est administrée au nom du peuple, ne peut pas avoir comme vocation de devenir tant et si bien un point d'empêchement de l'expression des citoyens, à telle enseigne que la moindre petite parole exprimée qui pourrait ressembler à un désaccord vis-à-vis ou d'un système ou d'un régime. L'on peut même jusqu'à dire que l'on ne croit pas en la justice. Le citoyen a le droit de le dire. Ça ne peut pas mériter qu'il soit jugé. C'est son opinion qu'il exprime. La liberté d'opinion. Lorsque vous dites que dans ce pays, lorsque l'on parle, on est jeté en prison, sans doute vous avez été peut-être un peu excessif, mais si l'on vous a écouté, et ce garçon, depuis le jour-là, s'est répandu en excuses, multiples excuses. Il a écrit une lettre d'excuses devant le tribunal. Il s'est répandu en excuses supplémentaires. Il est cependant maintenu. Et son audience prochaine envoyée jusqu'au 28 novembre. Mais beaucoup de choses. Moi, je connais ce garçon. Je connais sa famille. Je suis en mesure de vous dire que le jour où il a été arrêté, de ce jour à aujourd'hui, sa famille a eu des difficultés tous les jours pour les besoins quotidiens. Tous les jours, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle a eu des difficultés le premier jour. Depuis le premier jour où on a arrêté ce jeune homme jusqu'à ce jour, le lendemain, sa famille a des difficultés. Rien que pour les besoins fondamentaux, les premiers besoins. Le surlendemain, et puis le lendemain. Mais si on renvoie encore au 28, c'est-à-dire on demande que le souper de sa famille continue pour 1 mois et demi. Constantin Amonso, vous êtes en train de prêter flanc au libertinage, j'ai envie de dire. Vous parlez de liberté d'expression, d'accord, mais ça ne veut pas dire que chacun est libre de raconter ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Alors, mais dites-moi. Avez-vous suivi la vidéo de Osé Rungbo? Oui, laquelle des vidéos? Les mots qu'il a dit ou ce qu'il a fait publier, est-ce que vous prêtez flanc pour ça? Mais dites-moi quelque chose de précis dans la vidéo. Les choses que j'ai entendues, que j'ai vues et qui ont été relevées lors de l'audience, ce sont telles que je vous ai répétées. Vous pouvez les dire vous-même, ces mêmes propos? Je les ai dites. Oui. Je les ai vous pouvez les assumer, ces mêmes propos? Chacun a sa façon de s'exprimer. Ça dépend du niveau de lexique, de votre sensibilité, de votre état de maîtrise, de colère. Mais il y a le code du numérique aujourd'hui. Oui, mais quand il estime que beaucoup, même s'il est en détention, il a des gens qui vont faire le travail et que, bon, voilà, il va mettre en mal les institutions. Alors, il a dit plein de choses. Est-ce qu'on peut dire de telles choses dans le contexte qui est le nôtre actuellement? Mon cher ami, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Si vous en deveniez celui qui chérit toutes les initiatives ou les initiatives concourant à empêcher le citoyen de s'exprimer au point où le moindre petit propos anodin peut faire l'objet d'interpellation, alors c'est vous qui encouragez l'enfermement de la justice dans une sorte de système, je vais dire, infernal, où chaque citoyen devient une menace constante, ou vit la menace de façon constante dans le discours qu'il peut avoir apporté. J'ai relevé les faits qui ont été même cités, les mots, les expressions qui ont été citées lors de l'audience pour reprocher, comme reproche à M. Osé Rungbo. Si vous n'êtes pas choqué en tant que journaliste que pour de tels faits on soit privé de liberté, alors moi je suis choqué pour vous. Oui, moi je n'ai pas à être choqué. Vous avez à être choqué parce que vous êtes un citoyen. À poser des questions un journaliste. Pour que vous me posiez les bonnes avant réponses. d'être un journaliste, vous êtes un citoyen. Tout à fait. Si vous n'avez pas été choqué alors qu'un citoyen a été interpellé et qu'il a été déposé simplement pour les éléments que j'ai relevés, avoir dit nul n'est, aucun pouvoir n'est éternel. Mais cela est une vérité absolue. Monsieur Amonso, quand vous dites qu'il a été déposé simplement, vous êtes en train de banaliser la procédure et tout ce qu'on peut lui reprocher. Est-ce que ce n'est pas une manière d'enfoncer davantage Osé Rungbo?
que de dire que, voilà, il a été simplement déposé. Vous avez demandé un cas de correctionnel, c'était un qui est banal. Selon vous, banal à vos yeux, monsieur Amosso. Personne ne parle. Non, je suis les valeurs démocratiques sont des valeurs universelles. Vous avez vu M. Kani Seba, il a été interpellé en France. Il a tenu des propos vis-à-vis de la France. Il a brûlé, enfin, il a brûlé des billets de CFA qu'on dit être. Il a même brûlé son passeport, il a brûlé etc. Tout. Il combat la France tous les jours. Il tient des discours contre Macron, contre la France. Quand on l'a interpellé, il n'a pas fait 3 jours. Il a été remis en liberté. Il n'a pas fait, je ne sais pas combien de jours. Il n'a même pas été placé en mandat de dépôt pour des faits. Est-ce que vous pensez que oser cette expression de façon plus grave? Comparaison n'est pas raison, M. Amosso. Oui, n'est pas des raisons non plus. Elle n'est pas des raisons non plus. Je suis d'accord, mais laissez chaque justice faire son travail. Dites-moi ce que vous voulez. Si votre souhait est que notre pays, la justice dans notre pays, ressemble à la justice dans l'Allemagne nazie, alors je dirais, nous avons dans notre pays une presse qui a envie que la justice soit administrée comme elle a été administrée par les fascistes, par les nazis. Non, du alors tout. nous disons que c'est la volonté. Nous, on n'est pas acteur politique, vous êtes acteur politique. Mais la caution que vous pouvez avoir vos propos quand vous analysez les faits, mon cher ami, je sais que votre rôle, c'est d'être de laisser l'occasion à chaque camp de s'exprimer et de porter un certain nombre de cadrages pour ne pas donner le sentiment d'avoir cautionné ceci ou d'avoir cautionné cela. Mais ce faisant, et avec ce qui pourrait sembler être un zèle à apparaître le défenseur de cette façon de dire le droit, vous devenez justement comme l'un des professeurs de l'administration infernale de la justice, comme une machine qui écrase le citoyen. Ce faisant, et malgré vous, vous pourriez être vu, vous pourriez être perçu, vous pourriez être devenu, à votre insu, un acteur, un penseur, un concepteur, un aspirateur, un renforceur de cette façon d'administrer la justice. Vous parlez bien de paraître, c'est heureux. C'est ça qui est dangereux. Non, cela paraît, mais ce n'est pas le cas. Oui, mais c'est parce que moi, je choisis les mots pour le dire. Oui, je veux bien que vous ne le soyez pas. Et d'ailleurs, je ne pense pas que vous le soyez. Je voudrais donc que vous ayez à l'esprit que c'est dangereux que vous paraissiez ce que vous n'êtes pas. Et je sais que vous n'êtes pas cela. Que vous n'êtes pas ce pourfendeur de la liberté. Que vous n'êtes pas ce tamis de la répression, des représailles, que vous êtes par nature en tant que journaliste un ami de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. C'est à cela que je m'exprime. Et je veux qu'il ne se mette pas, plus qu'il ne l'a déjà fait, dans la peau de défenseur de ce système juridique au point d'apparaître comme l'un des concepteurs. Il ne défend rien. Vous savez que dans la profession de journaliste, il y a des règles qui régissent mon métier. Il y a le code de déontologie et d'éthique. Il y a le code du numérique aussi. Oui, c'est professionnel. Et donc, je me dois de le respecter quand je fais mon travail. Je veux juste que vous soyez mesuré dans votre façon de donner l'impression d'accepter, de valider ce fonctionnement de la justice. Je pourrais vous demander, quand quelqu'un dit « nul n'est, aucun pouvoir n'est éternel », sur quelle disposition de la loi il peut être tombé? Ici, c'est moi qui pose la question. Donc, sur le coup de quelle disposition de la loi il peut si vous avez des esquisses de réponse, allez-y. Ici, c'est moi qui pose les questions. Oui, vous le savez. Posez les questions sans doute. D'accord. Mais je considère que vous avez cité le code du numérique et vous le connaissez également. Donc, vous devez être en mesure de me dire, lorsque vous dites nul n'est fort éternellement, vous devez pouvoir dire que ça tombe sur une expression du code numérique. Si la justice est allée jusqu'à interpeller M. Rouimbo, ce n'est pas à moi de dire à la justice ce qu'elle doit faire. Donc, laissons-la faire son travail, la justice, et on verra la suite. Vous en convenez avec moi? La justice, elle est faite pour le peuple et non contre le peuple. Oui, ça c'est... Et ça, il faut garder ça à l'esprit. Ce sont les hommes de presse qui doivent être les acteurs qui militeront pour que la justice ne se sente pas disposée à avancer en roue libre et à continuer d'être une machine qui écrase le citoyen. Raison pour laquelle on vous invite à donner vos avis. Vous êtes là pour ça. Bien sûr, je formule mon avis. Je veux bien qu'elle puisse être entendue. Mais je veux bien que plutôt que de paraître ici l'écho plus fortement encore de la machine qui réprime, vous soyez l'écho de la voix qui libère. C'est cela que j'entends de journalistes. Oui, ça paraît pour vous, ce n'est pas le cas. Et moi, j'ai le devoir justement de bien faire mon travail en respectant le code de déontologie et d'éthique, ainsi que le code du numérique, parce que c'est très important aussi. Parce que demain,
vous serez ravi de revenir encore sur mon plateau. Nous pouvons évoluer, cher ami. Justement, merci beaucoup, Monsieur Amoussou. Alors, juste par rapport à la question des élections générales qui pointent à l'horizon, on sait que vous avez quitté maintenant, après 4 années, vous avez quitté de nouveau la BAC rupture. Bon, vous avez quitté le bloc républicain. Est-ce que vous pouvez nous dire avec précision maintenant quelles sont les raisons qui vous ont poussé à claquer la porte? D'accord, ok. D'abord, je peux aller très vite parce que Oui, je allez. crois que nous marchons sur le temps. Hmm, Le Bloc républicain est un des deux partis principaux de la mouvance. hmm, Il porte l'idéologie libérale et nous avons insisté sur les tests tels que je les ai vus, à ce qu'il ne s'agisse pas d'un libéralisme à visage monstrueux, hmm, qu'il s'agisse alors là d'un libéralisme à visage humain. hmm, C'est ce visage humain que j'ai voulu incarner au sein du parti. C'est le cœur. Et lorsque vous interrogez Aimé Césaire, il vous dira que ce n'est pas par la tête, mais par le cœur que les civilisations pourrissent. Il y a des civilisations comme des sociétés, comme des partis politiques, comme des organisations. Ce n'est pas par la tête, mais par leur cœur qu'elles pourrissent, les organisations. Et en réalité, lorsque j'arrive au bloc républicain, j'essaie d'y apporter tout mon engagement, tout mon dynamisme. J'ai souhaité que, en étant candidat du parti, je puisse avec mes amis travailler à ce que nous puissions reconquérir Godomé, que j'ai eu l'occasion de contrôler par le passé à d'autres élections qui ont montré ma force de frappe dans la zone, dans la localité. Mais pendant les élections, nous allons commencer par là, il y a plusieurs raisons, dont les raisons lointaines. ouais. Nous avons relevé un certain nombre de faits. Il s'est trouvé des personnes, je n'aurai peut-être malheureusement pas l'occasion de m'y étendre longtemps, Ouais. dont le rôle aurait dû consister à faire en sorte que notre parti gagne, mais qui ont œuvré à ce que notre parti échoue. Il m'est arrivé d'être en campagne avec celui qui était le député de notre parti, dans une localité, qui est ma localité de base, Godomé-Torgoudo, que c'était un jour pour présenter les candidats du Parti blanc républicain, que nous étions 3 de Torgoudo et un peu plus que ça de Godomé dans l'ensemble, et que celui-là, qui coordonne notre liste, prend la parole et dit: voici les 2 candidats de Godomé, et il présente la tête de liste, et il présente le bonus femme, et il ne me présente pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? À ce moment-là, je pense qu'il s'est trompé, qu'il y a eu une erreur. Et Godomé-Torgoudo disait en 2 zones. Donc nous avons quitté la première zone, nous devons aller dans la seconde zone. Lorsque nous sommes arrivés à la seconde zone, avant que nous ne commencions, je me suis rapproché de lui avant que nous entrions au site de la rencontre pour lui dire: ah, là-bas, cher ami, tu t'es trompé. Tu as déclaré 2 candidats de bière dans Godomé alors que nous sommes 3. Et qu'on est même dans Torgoudo qui est ma zone. Donc c'est même pour moi que la plupart de ces gens-là qui étaient là étaient arrivés. Sont arrivés, oui. Que devrait-il penser? Il se met à faire du bruit. Non, 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 je ne suis pas tombé. C'est bien ce que j'ai dit. C'est bien ce que j'ai 2 candidats. Et alors, j'ai dit: mais si tu reprends ça là ici, alors ça va chauffer. Ça a été un moment de tension entre nous. Et finalement, il a pris la parole. Il a refait la même chose. D'autant pris la parole après pour corriger. Et nous sommes partis de là. Et depuis ce moment d'ailleurs, il y a une tension qui s'est instaurée entre nous. Il a contribué à tout faire pour que j'échoue. Parce qu'il savait très bien que dans une des localités de notre pays, en zone lacustre, l'arme de guerre, c'est la fraude électorale. Et il sait que notre principal adversaire allait en user, qu'il en a usé par le passé, qu'il allait en user. Il a favorisé la mise en œuvre de la stratégie, enfin, de la mise en œuvre. Il n'a rien fait pour empêcher le déroulement de la fraude dans ces localités. Ça, c'est 1. Alors que les moyens avaient été déployés pour cela. 2. Les frais de campagne, et singulièrement les frais qui ont été envoyés au centre de base de notre parti. Regardez, les partis, si je prends Godomé, notre parti
à plusieurs cellules de base. Chaque cellule de base comprenait plus de 20 personnes. Le parti, n'ayant pas beaucoup de moyens, a décidé d'envoyer 150 000 francs à chaque cellule. 150 000 francs à chaque cellule. Ouais. Mais les militants qu'on doit impacter, la population électorale qu'on vient impacter avec 150 000 là, c'est parfois 10 000 personnes qu'on vient impacter avec 150 000. Comment vous faites? Vous voyez à quel point c'est compliqué. Mais ce n'est pas tout. Le parti envoie 150 000, mais au lieu d'envoyer 150 000, ils ont coupé la coordination de la campagne dans Calavi, dans la circonscription électorale, a coupé 120 000 et n'a envoyé que 30 000 francs par cellule. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites, monsieur Amoussou? J'ai toutes les preuves de ce que j'ai dit. L'émission va être diffusée L'émission et ils va vont vous diffuser répondre. et nous allons faire face à la justice. J'avais voulu porter plainte à l'époque. Pour cela, le parti m'a demandé de laisser. J'ai fait un rapport que j'ai déposé. Est-ce que vous serez prêt à un contradictoire? Je suis très prêt. D'accord. Ils ont envoyé 30 000 francs par cellule. Ensuite, quand ils ont envoyé ça, il y avait un ami à moi qui était dans la maison de l'ancien maire de Calavi, Oussou Guédé, quand les Oussou étaient arrivés. Et quand il partait, donc il m'appelle, hein, on vient de remettre les frais, à la fois les frais de campagne pour vous, mais également les frais d'animation des cellules aux autres candidats, et pourquoi tu n'es pas dans le lot? Il dit, ah bon, je n'ai pas été informé. Il dit, appelle. Je commence à les appeler, ils ne décrochent pas. Je me dirige vers eux, etc. Et tout. Je vous épargne du reste, c'est que c'est 30 000 francs qu'on a donnés. 30 000 francs qui ont été donnés aux cellules. Alors, les cellules qui sont de 20 et quelques membres ont 30 000 francs pour travailler sur une population électorale de plus de 10 000 francs. Parce que chaque cellule couvre une population de près de 10 000 électeurs. Voyez-vous? Comment vous avez géré avec les 30 000, 30 000 là? Je ne sais pas, ça c'est les cellules. Quand on donne 30 000 francs à 25 personnes pour qui constituent le bureau, c'est que le bureau, vous voulez qu'elle fasse quoi? Et ce n'est pas terminé. Certains militants, dont quelques-uns étaient de mes amis, des gens avec qui je mange, des gens avec qui nous avons fait du lobbying pour nous retrouver ensemble sur la liste, se sont dirigés avant les élections au domicile de la tête de liste de leur principal parti concurrent. Et lui ont proposé leur assistance pour faire échouer la liste du Bloc républicain. Ça, c'est la trahison. Les responsables du Bloc républicain se sont portés vers la tête de liste, c'est un professeur d'université, du candidat, donc la tête de liste du parti qui nous était opposé, le principal parti, qui est un parti de la mouvance aussi, pour lui proposer leur service afin de faire échouer le Bloc républicain et montrer que Constantin n'est pas populaire. Vous parlez de qui? Dites son nom. Et je ne vais pas rentrer dans ces considérations pour qu'il n'y ait pas le sentiment que j'ai quelque chose particulièrement contre lui. Si vous êtes un candidat et que les candidats de la liste d'en face viennent vous voir pour vous proposer une stratégie qui vous permettra de gagner plus de voix, vous ne leur dites pas niet. D'accord? Donc ce n'est pas votre faute. Vous ne l'avez pas demandé de venir vers vous. On veut gagner les élections et donc il n'est fautif en rien et je ne trouve pas nécessaire d'appeler le nom de quelqu'un et surtout de donner le sentiment qu'il y avait un différent particulier qui l'opposerait à moi. Bien au contraire, c'est un grand ami et c'est une personne respectable. Vous continuez de vous fréquenter? Je suis son ami, je suis son ami, j'ai été son étudiant et son ami. Vous mangez dans le même plat? Si vous invitez, vous mangez? C'est quasiment mon père. Même ceux qui ont fait ça, je mange avec eux. Même ceux qui ont fait ça dans le temps, ils viennent chez moi encore et on mange ensemble. Est-ce que vous ne redoutez pas quelque chose après ce coup de trahison? Je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert de cœur. Si je dis les choses qui m'ont fait souffrir, je risque de remuer le couteau dans la plaie et faire penser à mes amis qui l'ont fait que je leur en veux toujours. Mais je vais peut-être vous donner un exemple. En prélude au positionnement aux élections, nous avions fait du lobbying et nous avions eu alors le privilège de faire une proposition de liste. Parce que le parti fait sa liste. Nous avions eu le privilège, notre lobby, de faire une proposition de liste alternative qu'on va comparer à la liste officielle du parti pour voir si on fait faire des ajustements. Et donc ce travail s'est fait dans mon salon. Nous étions 4 personnes réunies. Nous ne sommes pas contentés de positionner nos 4 sur la liste. Nous avons positionné d'autres personnes qui n'étaient pas de notre groupe parce que nous pensions que c'était important que ces personnes-là soient sur la liste. Et nous avions décidé de faire une fiche où chaque fois que nous mettons un nom, c'est moi qui ai pris l'initiative. Nous disons sa localité,
sa profession et nous disons les raisons pour lesquelles il faut qu'elle soit sur la liste, la personne-là, et pourquoi il faut qu'elle soit à ce poste-là sur la liste pour que la liste l'emporte. C'est comme ça que même M. Sopin-Valentin, dont je serai le suppléant, je l'ai proposé sur la liste. Et donc, il y a beaucoup de personnes. On n'a jamais su que c'est moi qui l'ai proposé sur la liste. C'est l'occasion pour le dire. Alors, nous étions 4 de notre lobby. Nous étions dit, nous sommes 4 de notre lobby. On a positionné tout le monde. Tout le monde ne peut pas être positionné au même niveau sur la liste. C'est 4 positions différentes. Mais nous ne pouvions pas non plus penser que tous les 4 devaient se retrouver. Donc, nous étions dit aussi que si 2 parmi nous arrivaient à être maintenus sur la liste, c'est déjà la victoire pour le lobby. Je n'étais pas sûr à 100%, peut-être parmi les 2 qui seraient sur la liste. Mais lorsque la liste est sortie, j'étais parmi les 2 dans le lobby là. Il était content, je suppose. Je suis content et normalement le lobby devait être content. J'étais avec un de nos amis, c'était l'anniversaire de son épouse. On était en train de manger. Quand la liste a commencé, la fuite a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Je suis parti de là. Il m'a salué, félicité chaleureusement son épouse. Je suis parti de là. Et cet ami a commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux, à m'attaquer. Comme un Constantin qui vient d'arriver. Il y a quelque chose, va être trouvé de position sur la liste, et pas moi. Et qu'est-ce que moi? Et commencez pas à m'attaquer. Les gens utilisent la ruse. Ils sont positionnés sur les listes, etc. etc. Mon ami, à l'anniversaire de l'épouse de qui j'étais, on était en train de manger quand la liste est sortie, qui faisait partie du lobby avec lequel on était assis pour faire la proposition de liste alternative. Dans ces conditions, je pouvais me sentir trahi. Et ça s'est poursuivi, mais ce n'est pas que ça. On finit les élections. J'ai fait la proposition de réforme au sein de notre parti, mais tout singulièrement en ce qui concerne l'école du parti. J'ai proposé que l'école du parti soit animée. J'ai fait des propositions de projets pour l'école du parti. Non seulement ça n'a jamais été pris en compte, mais j'étais là un jour quand on a convoqué une séance censée être l'ouverture, le lancement de l'école du parti. Tout le monde a été invité, convoqué, sauf moi, qui est pour cette idée et qui l'est longtemps martelé, suggéré et soumise au président du parti et qui a même discuté avec le président le directeur de l'école, le souhaitant. Qu'est-ce que vous leur avez fait? J'ignore. J'ai compris que ce que j'ai pu leur faire, c'est qu'à un moment donné, on me reprochait, et on ne me l'a pas dit, mais d'avoir été perçu comme un proche de M. Olivier Bokor. C'est ce que l'on me reproche. En réalité, il n'y a pas autre chose. Et ce n'est pas tout. Le parti veut faire son congrès de validation des tests. Moi, je suis un candidat sortant. Et je suis l'un des cadres du parti dans la 6e fonction électorale. C'est d'autres personnes qui ont été choisies pour représenter. Je n'ai même pas été invité au congrès. Mais il s'est trouvé que pendant la campagne pour les législatives, nous avions mené, en pré-campagne, nous avons mené une activité au sein d'un ensemble qu'on appelait Sentinelle républicaine, dont j'étais membre. Il y avait un membre de cette équipe, quelques membres, mais l'un particulièrement, je vais appeler son nom, en la personne de Fred Opoinou, qui faisait partie d'un groupe de nos membres qui a détourné, c'est le mot, les frais qui étaient destinés aux web activistes. Ah bon? Oui. Ils ont Fred va vous suivre, hein? Bon, il était même sur mon plateau la dernière fois. Oui. Monsieur Fred Opoinou, avec quelques autres membres de la Sentinelle républicaine, a procédé à la subtilisation d'une partie des frais de rémunération des web activistes que la Sentinelle républicaine avait engagés. Lorsque les jeunes gens ont commencé à réclamer leurs sous, et qu'ensuite ils ont dû écrire sur les réseaux sociaux pour dénoncer, M. Fred Opoinou va connaître partout que c'est moi qui leur ai demandé de dénoncer parce que je n'ai pas eu ma part, etc. et tout. Ça, vous savez. Et on a dû convoquer, le parti a dû même convoquer, parce que notre parti avait commencé à être sali, convoquer les personnes impliquées, les activistes, moi-même. Le président du parti avait alors dit que c'est à cause de moi qu'il a accepté de faire financer l'activité. Mon cher ami, on ne leur doit rien. On n'a pas dit qu'on devait payer ceci. Ce qu'on leur payait était trop cher. Des machins et tout. C'est le parti qui a dû sortir de l'argent de la caisse pour payer à nouveau ces personnes. Mais celui-là qui a fait ça a été invité comme membre pour rentrer le parti au congrès et a eu une mission spécifique lors du congrès et même est rentré au bureau politique du parti pour le compte de la circonscription électorale dont moi j'étais le candidat sortant. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fraudé, il a triché, il a subtilisé les frais de campagne des web activistes, c'est de cette façon. Pourquoi je viendrais
parler de façon aussi. Cette question est connue. Si vous tapez les frais de campagne des web activistes centenaires républicaines, vous allez trouver ça et vous allez trouver le nom de Fred Kouemou, de ceux qui ont subtilisé. Et la réponse sera, c'est lui qui a détourné. Vous allez retrouver les éléments. Et Mm. s'il peut le contester, je suis prêt à le faire Oui, face vous devant suivez la justement. Je vais vous devant inviter la à un justice. contradictoire Nous avec allons faire lui. face à ça. On va en parler, d'accord. Il Donc, ce sont autant d'éléments. fait partie des éléments qui ont détourné les frais. Et en contrepartie de ça, je l'ai vu promu au sein du parti. On va évoquer maintenant une personnalité que vous connaissez très bien, Monsieur Olivier Bokor, qui est dans les liens de la justice depuis quelques semaines déjà, au détour de l'affaire de coup d'État présumé. Mais avant, vous avez eu quand même de bons rapports avec lui. Évoquez-nous quelques rapports que vous avez eus avec l'homme d'affaires. Ma Allez-y. démission du bloc républicain n'est pas étrangère à la situation que vit en ce moment M. Olivier Bokor. Ah bon? C'est une frustration de votre part? On peut l'appeler ainsi. Je suis indigné. Je suis indigné par le traitement que les partis politiques réservent à M. Olivier Bokor et à son co-accusé M. Oswald Omeki dans ce dossier. Je suis indigné par le mépris qu'ils exposent vis-à-vis de la présomption d'innocence qui est un des principes généraux du droit. Je suis indigné par ce qui a semblé l'illustration, il y a des semblés, l'illustration parfaite de ce qu'on pourrait appeler de la ruse, ce qui ressemble à une parfaite illustration de la rage dans les compétitions pour la conquête du pouvoir politique. Parce qu'à la vérité, lorsque quelqu'un comme M. Olivier Bokor, qui a été un artisan de ce niveau de responsabilité morale dans le système de la rupture pendant toutes ces années, un homme dont la loyauté est emblématique. Il a prouvé à plusieurs reprises par le passé. Un homme qui incarne en réalité, au-delà de ce que l'on pourrait reprocher globalement à la rupture, le visage humain au cœur de la rupture. Le cœur d'ange au cœur de la rupture, qui a été celui qui fut tout le temps, de tout temps, disponible pour tout le monde, pour les forts comme pour les faibles au sein de tous ces partis politiques. Pour ceux qui n'ont l'écoute de personne et pour qui ils deviennent la seule alternative pour incarner une sorte de voix qui écoute, qui transmet, qui apaise. Pour celui qui a été toujours disponible pour apporter sa main secourable à la veuve et l'orphelin au-delà des appartenances politiques. Pour cet homme que je ne connaissais pas et que par le passé, je qualifiais, non pas comme on dit souvent de tous les noms d'oiseaux, mais du plus triste nom d'oiseau. Parce que par le passé, justement aussi, étant aussi opposant au régime, j'ai pu le qualifier quelquefois de Abibi, ce qui se traduit par J'ai eu l'occasion de connaître M. Olivier Bokor de près. Je sais ce qu'il a fait pour chacun de nos partis politiques. Et ce qui est choquant, avant que de revenir sur d'autres détails, c'est ce qui a semblé une sorte de complot de réjouissance. Une condamnation, il y a l'un des partis, même le mien, qui a organisé une tournée nationale de condamnation de ce qui n'a pas été encore établi. Judiciairement. C'est une pression sur la justice. C'est condamnable par le droit. Faire pression sur la justice, c'est une faute pénale. Les dirigeants de mon parti politique ont organisé des tournées dans tous les arrondissements, dans les communes, pour accabler M. Olivier Bokor et M. Oswald Omeki, contre lesquels, cependant, aucune juridiction n'a jamais encore prononcé une décision devenue définitive, qui sont des décisions qui les condamnent. C'est indigne de la République démocratique que nous pourrions vouloir, et c'est indigne des hommes et des femmes de droit que nous pouvons constituer au sein d'un parti politique comme le Bloc républicain,
qui toujours a voulu faire de la fraternité, qui a stipulé vouloir faire de la fraternité l'un de ses facteurs dirigeants. Et d'ailleurs, le Bénin a comme devise fraternité, justice et travail. Dans cette procédure qui est encore en cours, le Bloc républicain et l'Union progressiste ont bafoué complètement et la justice et la fraternité. Il m'est devenu indigne de rester dans un parti politique comme cela. Cela me dérangeait, non point seulement parce que c'est Olivier Bokor. Pour tout citoyen, cela m'aurait autant dérangé. Et dans le passé, j'ai toujours dit à quel point j'étais embêté lorsque des procédures judiciaires ne laissaient pas prévaloir suffisamment la présomption d'innocence et que surtout, la règle de la liberté n'était pas respectée, la détention devant être l'exception. Plus singulièrement, juste après avoir observé cette tournée qui a contribué à donner écho à ce que M. Olivier Bokor serait un Judas, c'est le Judas du chef de l'État était à ses côtés, j'ai entendu, j'ai vu comme vous, les partis se réunir pour faire un protocole d'accord, comme on vient faire un dîner sur le cadavre, comme, je vais dire, une sorte de dîner de sorciers sur la charogne, n'est-ce pas, de la victime. Ils ont chanté son Mais requiem, le mot, selon vous? mais vous dites, Ils ont chanté son requiem déjà, selon vous? chanter son requiem, et de moins son requiem souhaité, et tout laisse même à croire ou à se demander si la façon dont ils font ne laisse pas préfigurer, ne laisse pas peser des soupçons sur eux dans ce qui leur est reproché. Dans une ambiance comme celle-là, les personnes pour qui l'éthique et la morale comptent avaient l'obligation morale de se dessaisir, de sortir de ce monde, de ce milieu, et montrer qu'ils ne sont pas soldats de ce qui se fait. La démission du Bloc républicain ne devrait pas être le fait de Constantin seul. Toutes les personnes qui sont attachées à la justice, à la vérité, au respect de la séparation des pouvoirs, au respect de la présomption d'innocence, toutes les personnes qui ont observé comment nos partis politiques ont bafoué ces préceptes devraient en démissionner normalement pour marquer leur désaccord, parce que nos partis devraient être l'incarnation de ces valeurs suprêmes sans lesquelles il n'y a pas de justice. Mais qui plus est maintenant pour parler de M. Olivier Bokor, moi personnellement, j'ai eu l'occasion de le connaître depuis quelques 4 ans seulement, et j'ai eu la chance d'être devenu son biographe. Je connais sur donné à lui, n'importe qui. je connais sur lui depuis le jeune garçon vendeur d'Akassa avec Wessiso. Le jeune garçon vendeur de pâté qu'il était à Ouida, en face de Soleil de Minuit. Parce que le Bokor n'est pas né avec une cuillère d'or à la bouche. Ce fut un petit garçon de milieu modeste, dont la mère avait son étalage de vente de Akassa et de poissons frits, qui aidait sa mère à faire frire le poisson, à écailler, à faire frire le poisson, qui aidait sa mère à préparer Akassa, qui mettait sur la tête et qui vendait à pâté le matin avant d'aller au cours, et qui, quand il revenait de cours le soir, restait à côté de sa mère à Soleil de Minuit à Ouida pour vendre Akassa et poissons frits. C'est donc à force de travail, d'engagement, de loyauté, sur des détails sur lesquels je vais passer, que cet homme a gravi les échelons pour devenir l'homme accompli qu'il est devenu et que probablement chacun de nous rêve de devenir. Un homme qui a ses au milieu les plus influents dans le monde, parce qu'il a été loyal, parce qu'il a été toujours franc dans toutes les affaires qu'il a eu le soin de gérer. Je suis tombé à Ouida dans le cadre de mes enquêtes sur quelqu'un qui s'appelle Tete Yasoba Pierre, qui fut son collaborateur lorsqu'il était dans la vente de pneumatiques et qui m'a dit, si vous faites avec M. Olivier Bokor une affaire qui doit rapporter 200 millions et qu'il a été retenu que si l'affaire rapportait les 200 millions, vous prendrez 80 millions et que M. Olivier Bokor prendrait 120 millions. Lorsque vous finissez cette affaire, s'il se trouve que des facteurs sont survenus
et ont fait chuter le gain espérable. Et qu'au lieu de 200 millions, l'affaire a rapporté 100, 180 par 150 exemple. millions. Mhm. Olivier Bocor vous laisserait prendre les 80 millions qui ont été prévus pour vous. Et lui, il endosserait pour lui tout seul la partie perdue de ce qu'il devait gagner. Mm. Il prendrait 70 millions au lieu de 120 qu'il espérait. Mm. Il a invariablement agi comme cela dans ses rapports. C'est d'ailleurs cela qui fait que, Mm. avec ses partenaires d'affaires, il a toujours été quelqu'un d'aimé, d'apprécié. Et c'est ça qui a assuré son succès dans le milieu des Des affaires. affaires. Le retour Mm. avec loyauté, avec honnêteté, avec un sens aigu Mm. de la justice dans son rapport avec les autres. Est-ce que vous êtes allé le Et voir à la depuis qu'il maison est d'arrêt. en Non, détention? malheureusement, et personne n'est autorisé à aller le voir, Mm. en dehors de son épouse et de ses avocats pour Mm. le moment. Mm. Mais il devrait savoir de là où il est que je le porte au plus profond de moi-même Mm. et que du plus profond de moi, je sanglote quand je pense qu'il se trouve en cet endroit. Mm. Mais comme beaucoup d'entre ses soutiens, Mm. je ne désespère pas de ce qui sera libéré, Mm. de ce qui sera innocenté, de ce qui prendra le pouvoir. Ah bon? Oui. Comme ça? Voyez-vous, et c'est une chose, Ouais. quand vous avez écouté le récit Mm. qu'il inculpait, Mm. quel sentiment avez-vous eu? Vous êtes un citoyen, vous observez, Mm. vous êtes au fait de toute situation. Olivier Bocor avait prévu que le mois d'octobre soit le mois où sont relancées les activités des différents mouvements qui le soutenaient, parce que, entre autres, c'est le mois de son anniversaire. Mm. Ensuite, c'est le mois anniversaire de la démission de M. Omeki Mm. du gouvernement. Après, c'est le mois dans lequel je lançais sa biographie. Mm. Voilà. C'est le mois où tous les mouvements qui le soutenaient et qui ont fonctionné sur ressources pour jusque-là devaient obtenir un peu de ressources Mm. de lui pour les accompagner dans le cadre du travail qu'ils ont fait jusque-là et qui ont permis qu'il soit connu. Mm. Il a sans doute le tort de vouloir accepter l'offre que nous l'avons faite d'être candidat. Mm. Moi, je suis de ceux qui se sont rendus chez lui en 2023. Mm. Non, 2008, 2023. Avril 2024, pour le dire, grand frère, 2026, nous voulons que ce soit toi. Et à lui de me dire, Constantin, j'ai passé tout le temps à dire à ceux qui me soutiennent, ceux qui veulent que ce soit moi, ne faites rien, je ne veux rien. Mais là, ce qui est certain cette fois-ci, il n'y aura pas de troisième mandat. Et deuxièmement, il dit, c'est le système qui va choisir le candidat, ce n'est pas moi. Il se peut que je sois celui qui sera choisi. Mais si je continue à vous dire, vous qui êtes mes soutiens, ne faites rien, n'entreprenez rien, même le moment où on me soutiendra, on me choisira, il n'y aura plus personne pour me soutenir. Et donc, si vous pensez que je suis votre candidat et que vous voulez l'assumer, je vous autorise. En partant d'ici, vous pouvez aller à la télé et dire que c'est Olivier qui est votre candidat. Cela ne m'embête pas. Mais ça n'a pas été plus que ça. Il n'a ni rien financé. Et d'ailleurs, moi, je n'ai créé aucun mouvement. J'ai fait mon travail de biographie qui est achevé, qui était en instance de lancement quand la situation est survenue. Et vous allez reporter le lancement, je suppose? Oui, mais le lancement aura lieu absolument. C'est reporté oui, inévitablement, mais il aura lieu bientôt. Et cet homme que je connais de près, pour l'avoir beaucoup fréquenté, pour être l'une des rares personnes qui a réussi à l'interviewer, à avoir des réponses de lui, à interviewer tout le monde de sa famille, ses frères, ses soeurs, ses collègues, les gens qui l'ont connu à l'université, qui l'ont connu au collège, ceux avec qui il a fait la jeune chambre, ceux avec qui il a fait le cours primaire, ceux avec ses pasteurs dans les églises. Il a construit plus de 11 églises. Et il n'a jamais appelé les médias pour qu'on sache que c'est lui qui a mis les moyens pour construire l'église. Parce que sa foi en est là. Et ça n'est pas la première fois qu'il connaît cette épreuve. La première fois qu'il a connu cette épreuve, les hommes de Dieu sont venus lui annoncer qu'il sortira de là. Il n'était pas encore chrétien évangélique à l'époque. Et 2 semaines après, il est sorti de là. C'est comme ça qu'il est devenu l'homme de grande foi qu'il est devenu. Et c'est pour cela que même parfois, lorsqu'il pouvait être déçu des hommes, parce qu'à l'église, il y a des hommes, et les hommes peuvent ne pas se conduire selon la voie de Dieu. Parfois, ils peuvent s'en éloigner. Mais il savait distinguer ça de la mission chrétienne au service de laquelle il se trouvait. Il est resté fidèle à la voie de Dieu. Et je vais vous donner, et je vais maintenant
vous poser une question, enfin, vous conduire sur une piste. Ouais. On dit que ce mec a envoyé des milliards, ou 1,5 milliard, à M. Omeki, au motif qu'il voulait que le commandant de la garde républicaine soit entrepris à l'effet de faire un coup d'État au président de la République, son ami. Un. Si un militaire fait un coup d'État au président de la République, qui est l'ami de Patrice, qui est l'ami de Olivier Bokor, dans le contexte béninois, dans le contexte de la sous-région, pensez-vous qu'un militaire va faire un tel putsch-là peut remettre le pouvoir à Olivier Bokor? Il ferait quoi? Ce que tout le monde a vu jusqu'à présent, il y a deux possibilités. Ou bien les militaires font un putsch et ils suivent les voies de transition proposées par la Constitution et le restart des institutions qui est prévu par la loi pour prendre le relais. N'est-ce pas? Ou bien c'est ce qui est devenu le plus courant aujourd'hui. Eux-mêmes, ils maintiennent le pouvoir en essayant de se positionner sur les revendications de la population et le conservent le plus longtemps possible. Mais dans quel pays vous avez vu un militaire a fait un putsch et il a remis le pouvoir? Il a pris un civil qui n'est rien et il a remis le pouvoir. Vous avez vu ça où? Dans l'histoire, donnez-moi un exemple. Où voulez-vous en venir? Donc, M. Olivier Bokor, qui veut être candidat à la présidentielle, qui le souhaite, qui l'a accepté pratiquement en officieux auprès de nous, ses amis, qui ne nous a pas contrariés, qui nous laisse faire le travail favorable de terrain en attendant qu'il ne soit choisi, n'a aucun intérêt qu'un putsch ait lieu. Parce que si un putsch a lieu aujourd'hui, c'est un putsch pas seulement contre Patrice, mais contre tout le système. C'est un putsch contre lui-même. Ce que je voudrais surtout faire aujourd'hui, qui est important pour moi au-delà de tout, qui devient le devoir de tous les militants de Olivier Bokor, c'est de faire en sorte que son image soit préservée. Parce qu'à la vérité, ce qui sera resté au-delà de tout, c'est son image. Aujourd'hui donc, le premier combat que nous avons à gagner, c'est le combat de l'image de M. Olivier Bokor. Qu'on sache qu'il n'est pas ce sale garçon, ce mec qui n'aime que l'argent, qui a la folie du pouvoir, qui veut ci, qui veut... Ce méchant, parce que parfois des gens même ont pensé que c'était le méchant auprès du chef de l'État qui était à l'origine des arrestations, de ceci, des machins et tout le reste. Mais tout cela est faux. Monsieur Olivier Bokor n'a incarné que, comme on dit souvent, de Mao et de Dasegbo, il y a le mâle et la femelle. Et la femelle est censée être la plus douce. Si Patrice Talon formait un père, il était l'élément le plus doux. Celui qui a adouci ses mœurs. Il est chrétien évangélique. Voyez-vous? C'est vrai, on ne le voit pas, on ne sort de tout. Mais c'est un gars doux, c'est un gars apaisé. Vous ne le reconnaîtrez peut-être pas en Africain. Moi, je l'ai traité d'Abibi le Hibou tout le temps. Je l'ai même mis à la une de mon projet de livre, La République des Seigneurs. Mais le jour où il m'a vu, il m'a pris dans ses bras. Il m'a montré l'intensité d'amour que jamais je n'ai rencontré dans le milieu politique à ce jour. Et tous ceux qui ont rencontré son chemin ont eu leur part d'amitié, d'amour, ont eu leur part d'humanisme. D'accord. Vous en parlez avec une certaine conviction. On sait que vous êtes désormais un ancien membre du parti Bloc républicain. Quelle sera votre prochaine destination politique et comment, justement, souhaitez-vous mettre en œuvre vos actions pour soutenir votre candidat si tant est que Deveau veut vous appeler à ce qu'il soit blanchi et qu'il soit porté à la magistrature suprême? Déjà, j'ai précisé dans ma lettre de démission que je n'entrais plus dans aucun parti politique, en tout moins pas pour l'heure. Je n'avais pas démissionné pour aller vers aucun autre parti politique. En tout cas, pour l'heure, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas dans mon agenda. En revanche, avec la fondation que je mets sur pied, les ouvriers du Bénin, Fondation Ouvriers du Bénin, en abrégé Fondation OB, nous allons travailler pour... Pourquoi vous faites tout pour avoir le sigle OB dans tout ce que vous mettez en place, consentez à mon... C'est fait à dessein. Les ouvriers du Bénin, c'est une philosophie. Ça peut être une heureuse coïncidence que cela épouse les initiales du nom de M. Olivier Bokor. Mais ça tombe à pic parce que je ne renierai alors vraiment jamais
M. Olivier Bokor, je ne suis pourtant pas celui à l'égard de qui il a fait le plus grand bien. Je suis peut-être très loin. Ceux à l'égard desquels il avait fait le plus grand bien ont été les premiers à le traiter de Judas, à se positionner lors des meetings pour le blâmer, pour le peindre en noir. Et donc, nous avons une scène publique qui vit dans l'indécence, qui n'a pas d'éthique. Donc, vous Qui n'a n'allez pas pas de dans un parti pudeur. politique. Je ne vais pas dans un parti politique. Je vais travailler avec mes compagnons au sein de notre organisation, les ouvriers du Bénin, à, à faire perpétuer les valeurs qu'incarne M. Olivier Bokor et que j'épouse. Parlons du code électoral, puisque on sait que désormais les candidats seront portés par les partis politiques. Si vous ne militez pas dans un parti politique, comment voudrez-vous parvenir à vos fins? Ou bien vous avez aussi la conviction que le code électoral actuel pourrait être révisé avant 2026? J'avais dit dans une de mes chroniques, en rappelant une formule proverbiale qui est aussi une parole de phare, qu'il y a un roi sous lequel on est attaché par devant. Et tandis qu'on se plaint, il arrive un autre sous l'empire de qui on est attaché par derrière. Et c'est alors que l'on découvre qu'il avait une façon d'être attaché qui est meilleure que celle que l'on découvre. Nous avions souvent relevé les insuffisances des codes électoraux. Ce que nous avons aujourd'hui en République du Bénin, je n'ose pas l'appeler code électoral. Quelqu'un avant m'avait trouvé la formule. Ce n'est, de mon point de vue, pas un code électoral, c'est une corde électorale. C'est une corde. Elle est faite pour ligoter. Elle est faite pour détruire. Elle est faite pour confisquer le pouvoir politique. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Voilà un texte qui renforce la quantité de parrainage alors que on était déjà en train de les dénoncer. Voilà un code, ou plutôt une corde, qui renforce le code ou la loi en multipliant par un certain nombre les difficultés du verrouillage, situant un certain nombre de discussions électorales au nombre desquelles il faut avoir eu des taux précis d'élus pour pouvoir parrainer les candidats aux élections, notamment l'élection présidentielle. Et enfin, voilà un code qui n'accorde pas la possibilité, même en termes de parrainage, du parrainage citoyen populaire. Pour qu'à la limite, si l'on voulait qu'il n'y ait pas eu de candidature fantastique, que tout au moins on ait des candidatures portées par des parrainages citoyens pour sortir les hommes politiques, les candidats potentiels de l'emprise. Parce que nous n'avons pas des partis politiques dans notre pays pour en faire des instruments qui nous mettent en servitude et qui fassent de nous des objets qu'ils possèdent. Les citoyens ne sont pas des propriétés des partis politiques. Nous sommes dans les citoyens du Bénin. Nous pouvons aimer ou ne pas aimer les partis politiques. Nous pouvons y être ou ne pas y être. Nous pouvons avoir le droit de souhaiter que nos candidats soient tels. Les partis peuvent avoir le droit de ne pas vouloir ces candidats. Nous pouvons vouloir que par vos citoyens, que par, à la limite, s'il fallait des parrainages, par parrainage citoyen, nous les portions et que nous leur permettions de pouvoir se présenter contre les candidats des partis politiques. Rien de cela n'est possible à travers le code électoral. Et moi, tous les codes qui ont été votés depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je les combats. Je les ai combattus par le passé. Je n'ai jamais dit, même en revenant à la mouvance, que j'étais désormais d'accord avec le code électoral. Je n'ai jamais été d'accord ni avec le code de 2018 qui a permis que seulement 2 parties de la mouvance se présentent. Je ne peux donc pas être d'accord avec le code qui a corsé plus que jamais les conditions qui étaient déjà mauvaises et qui avaient été imposées par le code de 2018. Comment comptez-vous vous y prendre maintenant? Plus que le temps presse, 2025 est là, 2026, pas loin non plus. Moi, je suis un croyant comme Olivier Bokor. 2 semaines avant l'arrestation d'Olivier Bokor, j'ai reçu un message par Messenger d'un pasteur.
Je crois qu'il s'appelle Samson Anani. Je crois que c'est un peu ça. Mm. Et il m'écrit, bonjour monsieur Amoussou, vous ne me connaissez pas. Je suis le père de jeunes que vous avez défendu il y a 10 ans, en 2014, dans le cadre du décès de François Messan. Et il m'a rappelé, ce jeune homme était membre d'un forum qu'on appelle Parlons politique. Et quand François Messan est décédé, il a lancé une collecte de fonds pour aller au secours de la famille. Mais les responsables administratifs de Canal 3 ont porté plainte et ont dit que qu'il était soupçonné de vouloir attaquer les gens au motif de vouloir aider la famille de François Messan. Et ce jeune homme a été interpellé et s'est retrouvé en prison. J'ai pris la tête de pont de ceux qui ont fait du lobbying médiatique jusqu'à ce qu'il soit libéré. Donc c'est son père, le pasteur, l'homme de Dieu qui m'écrivait. Il dit, je suis le père de telle personne, je suis le prophète tant. C'est vous qui vous avez fait telle chose au profit de mon fils en telle année. Alors je vous contacte parce que j'ai su que vous êtes un soutien de M. Olivier Bokor. Il m'a été révélé qu'il n'est pas le choix de son ami pour la présidentielle et que c'est telle autre personne dont j'ai tais le nom qui est le choix. Et dans ce cadre, il va avoir des problèmes. Il faut le dire ça. D'accord, j'ai entendu. J'ai fait capture d'écran de ça. J'ai envoyé ça à M. Olivier Bokor. Vous savez, il ne réagit pas beaucoup à tout. Il a vu ça, il a lu. Il n'a pas réagi. Bon, il savait que ça allait arriver. Nous savions que ça allait arriver. Mais nous savons aussi qu'il sera libéré. C'est la chose dont nous sommes le plus sûrs. C'est pour ça que nous ne paniquons pas. Vous êtes serein? Nous sommes sereins. M. Olivier Bokor sera libéré. Il gagnera le procès. Il sera libéré. Et il sera élu président de la République. Et nous allons rentrer dans la plus grande ère de prospérité de notre pays, dans le chapeau de notre pays. Vous allez voir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Constantin Amoussou. Et ce sera d'ailleurs votre mot de la fin. Merci infiniment d'avoir partagé ces quelques minutes d'émission avec nous, à écumer toutes les facettes de l'actualité sociopolitique nationale. Je rappelle que vous êtes un acteur politique, désormais en libre observateur, et on connaîtra votre point de chute d'ici les prochains mois ou les prochaines années. Peut-être les ouvriers du Bénin. Les ouvriers du Bénin. Je suis ouvrier du Bénin. Ouvrier du Bénin. Comme par hasard, qui coïncide bien avec les initiales de M. Olivier Bokor. Merci encore, une fois encore, à vous d'être passé par ici. C'est moi. Merci à toutes les équipes en régie.